Bonjour Maryam. Bonjour Rachid. Allez, le Maroc avec la célébration du manifeste de l'indépendance qui rappelle les fondements de la souveraineté du royaume. Tout à fait. Chaque janvier, le Maroc ne commémore pas seulement une date, il ravive surtout une vision, celle du manifeste de l'indépendance, présenté en 1944, un texte fondateur qui posait déjà des mots forts, liberté, souveraineté nationale, indépendance politique, mais aussi le parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc d'ailleurs rappelle que ce manifeste n'était pas seulement une revendication contre le protectorat, mais un projet de société, une idée du Maroc comme un État uni, libre, maître de ses choix. Et cette mémoire résonne particulièrement aujourd'hui, alors que la question de la souveraineté reste au cœur de l'actualité nationale. Et cette souveraineté, justement, elle va peut-être connaître un tournant décisif. Selon Maroc Diplomatique, l'année 2026 pourrait marquer la fin du dossier du Sahara marocain. Une hypothèse certaine au regard des soutiens diplomatiques accumulés par le Royaume, de la reconnaissance croissante de sa proposition d'autonomie et surtout du réalignement géopolitique international. L'article pose une question centrale. Sommes-nous à l'aube de l'aboutissement de ce chemin entamé il y a des décennies ? Si 2026 venait à consacrer cette dynamique, elle serait justement l'achèvement concret de ce que le manifeste de 1944 appelait déjà de ses voeux, une souveraineté pleine et entière sur tous les territoires. Mais l'indépendance, ce n'est pas seulement de la diplomatie, c'est aussi la capacité à produire, à innover, à se projeter dans l'économie mondiale. Et sur le terrain, le matin met en lumière une avancée stratégique, la création de l'Académie marocaine des métiers de l'aéronautique. Un symbole fort, le Maroc devient un acteur intégré de la chaîne industrielle aéronautique mondiale, un secteur, rappelons-le, de haute technologie exigeant qui place le Royaume parmi les rares pays à accueillir une partie de cette industrie stratégique. Là encore, la souveraineté se joue sur la compétence, la formation et la montée en gamme. Et enfin, la souveraineté, elle n'est pas aussi qu'économique, elle est aussi culturelle et narrative. Le média ivoirien Fraternité Matin revient sur un événement organisé à Casablanca, Heirs of Greatness Day, une initiative panafricaine qui interroge la souveraineté culturelle africaine et le Maroc qui apparaît comme un espace de dialogue et de création, un pays qui ne se contente pas de défendre sa propre vision, mais qui partage une lecture du monde ancrée dans l'histoire africaine, tournée vers l'avenir et porteuse de sens pour tout un continent. Au fond, ce que raconte ce moment marocain, c'est une souveraineté à plusieurs étages, historique, territorial, économique, industriel, culturel, et un Maroc indépendant et souverain, pleinement acteur de son époque. Et à propos justement de souveraineté, les États africains revoient la stratégie de gestion de leurs dettes. En effet, aujourd'hui, plusieurs pays africains redéfinissent leur rapport par rapport à cette fameuse dette. Selon CNews, au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a rejeté catégoriquement l'idée de la restructuration de la dette pourtant suggérée par le FMI. Pourtant, les chiffres donnent le vertige. La dette publique sénégalaise atteint 132% du PIB, selon le FMI toujours. Et en 2026, près de 20% des recettes de l'État serviront uniquement à payer les intérêts de la dette. Autrement dit, 1/5 du budget national part avant même de financer l'éducation, la santé ou les infrastructures. Ousmane Sonko reconnaît une situation budgétaire, dit-il, presque catastrophique, héritée de l'administration précédente, mais il affirme que la dette reste viable à condition de rationaliser les dépenses et d'augmenter les recettes. Et autre trajectoire, autre stratégie, Financial Afrique rapporte que la Zambie met fin à son programme de financement avec le FMI conclu en 2022. Après un défaut de paiement historique en 2020, ce programme visait à restaurer la soutenabilité de la dette. Le pays aurait pu obtenir 145 millions de dollars supplémentaires en prolongeant l'accord d'1 an. Mais Lusaka a choisi d'y renoncer, une décision prise dans un contexte politique sensible, à quelques mois des élections prévues en août et dans une économie encore fragilisée par une inflation à 2 chiffres et une grave sécheresse. Et au Maroc, le débat prend une autre forme. Une tribune publiée par Tel Quel invite à dépasser les idées reçues sur la dette publique marocaine. Aujourd'hui, elle atteint environ 70% du PIB en 2024, en parallèle d'une croissance attendue autour de 4,5% en 2026. Car oui, la dette est élevée, mais elle reste loin des niveaux critiques observés dans d'autres pays. Et surtout, sa structure compte autant que son volume. Le Maroc bénéficie d'une dette relativement longue, majoritairement liée à sa monnaie locale et soutenue par une crédibilité financière qui lui permet d'emprunter à des conditions maîtrisées.
maîtrisée. Mais l'article continue d'insister sur le risque de la dette, quel que soit le pays, parce que le problème n'est pas de combien elle est, mais sur quoi elle sera investie. Finance-t-elle la croissance, l'emploi, les services publics, ou sert-elle à colmater des déséquilibres plutôt structurels ? La presse nous parle aussi des océans et nous dit que ces océans se réchauffent et que la biodiversité est en danger. Et la planète se réchauffe, mais les océans encore plus. Selon la RTBF en 2025, les océans ont absorbé une quantité record de chaleur équivalente, écoutez bien, à plus de 12 bombes atomiques Hiroshima par seconde. Ce chiffre astronomique n'est pas un effet de style, il illustre à quel point les mers emmagasinent l'énergie issue du réchauffement climatique. Et cette chaleur accumulée change la chimie, modifie les courants et alimente des phénomènes extrêmes. Élévation du niveau des mers, vagues de chaleur marine, acidification. En pratique, cela signifie des plages qui reculent, des températures de l'eau qui monte, menaçant la biodiversité et l'ensemble des écosystèmes marins. Et cette perturbation ne touche pas seulement la planète dans son ensemble, elle affecte aussi les économies côtières. Au Maroc, des scientifiques ont cartographié précisément la zone marine atlantique et ils ont alerté justement une alerte relayée par Bal-Lamen. L'objectif est de définir des zones prioritaires à protéger face à la fragilisation des stocks halieutiques. Les poissons et les crustacés essentiels à l'alimentation et aux revenus de milliers de pêcheurs. Et cette cartographie doit permettre aux autorités de concilier l'exploitation durable des ressources marines avec les exigences internationales de préservation. Autrement dit, il s'agit d'anticiper les impacts de la montée des températures sur la pêche, les écosystèmes et la sécurité alimentaire. Mais la science n'est pas la seule à sonner l'alarme. En Guadeloupe, France Info raconte l'histoire des Vitevoettes, une famille qui a décidé de faire le tour de l'île à la nage pour sensibiliser à la protection des océans. En parcourant des kilomètres dans l'eau, ils veulent montrer que les océans ne sont pas infinis et qu'ils ont besoin de chacun de nous ici et maintenant. Cette initiative citoyenne met un visage humain sur cette crise globale. En résumé, les océans sont en train de chauffer à un rythme jamais vu. Un rappel que la protection des océans n'est plus une option, c'est une urgence collective. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 janvier 2026. Quel autre 12 janvier avez-vous retenu dans l'histoire ? Alors le 12 janvier 1920, l'Afrique a coulé. Et oui, ce n'est pas le continent, rassurez-vous, mais c'est un paquebot nommé Afrique qui a coulé au large des côtes françaises. Un drame survenu dans la nuit où le navire prend l'eau des rives dans la tempête, puis disparaît. En quelques minutes, la mer engloutit soldats, passagers, équipage. Au total, 568 morts. Mais à bord aussi des soldats africains, des tirailleurs qui rentraient chez eux après la Première Guerre mondiale. Ils étaient près de 200, ils ne seront plus que 7 à survivre. Pendant longtemps, cette tragédie est restée dans l'ombre. Peu de monuments, peu de reconnaissance, peu de mémoire. Les noms des tirailleurs noyés se sont effacés, comme si leur sacrifice était dissous dans l'océan. Aujourd'hui encore, des historiens, des familles, des associations se battent contre cet oubli, car ce naufrage n'est pas un accident maritime seulement, c'est aussi le symbole d'une histoire partagée, d'une dette mémorielle et de ces vies africaines engagées, puis trop souvent effacées des récits officiels. Le 12 janvier 1920, l'Afrique n'a pas seulement perdu un navire, elle a perdu des hommes et le monde a mis près d'un siècle à commencer à s'en souvenir. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna.